Réalisation. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission de débat à vous de juger de ce jour sur la RTV Radio. Depuis quelque temps, les travailleurs de la fonction publique, par les mots d'ordre de grève et de sitting, expriment leur mécontentement face aux autorités burkinabées pour exiger de meilleures conditions de vie et de travail. Si certains ont eu gain de cause, d'autres par contre en sont encore dans des manifestations. Pour certains, les travailleurs ne respectent pas la législation en matière de grève. Pour d'autres, c'est plutôt l'État qui ne respecte pas le droit de grève. Et sans nul doute que le citoyen lambda se pose des questions, notamment sur l'encadrement juridique des manifestations des travailleurs. Et justement, votre émission de débat de ce jour s'arrête sur le sujet, l'encadrement juridique des manifestations des travailleurs et rapports syndicaux. Que disent véritablement les textes? Pourquoi autant d'incompréhension? Peut-on manifester sans porter atteinte à l'état de droit? Quelles sont les conséquences de toutes ces manifestations? Autant de préoccupations que nous tenterons d'aborder avec nos invités sur ce plateau. Et je reçois pour vous Moussa Diallo. Il est secrétaire confédéral chargé du suivi de la législation du travail et des normes sociales à la CGTBC, à la Confédération Générale du Travail du Burkina. Bonjour. Bonjour. Au titre du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, j'ai Carlet Zongo, il est directeur des relations professionnelles et de la promotion du dialogue social à la Direction Générale du Travail. Bonjour Monsieur Zongo. Bonjour Madame. Nicolas Zemané, vice-président de la Société burkinabé de droit constitutionnel, est également avec nous. Il est enseignant-chercheur en droit public et en sciences politiques à l'Université Norbert Zongo de Koudougou. Bonjour. Bonjour Madame Zoé. Et merci à vous tous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Pour entrer dans le sujet, première question, on va la poser aux juristes. Qu'est-ce que le droit de grève, M. Zemané? Merci Madame Zouré et merci surtout pour cette invitation. Pour répondre à cette question, je n'irai pas par quatre chemins, je vais utiliser les dispositions légales qui existent depuis les années 60 dans notre pays et qui définissent d'ailleurs le droit de grève, ou si vous voulez tout simplement la grève, puisqu'on ne définit pas le droit de grève. On définit d'abord la grève comme étant une cessation collective, si vous voulez, du travail, et ce, dans, bien sûr, l'optique de revendiquer de meilleures conditions, bien sûr, de vie et de travail, c'est-à-dire dans le cadre réglementaire. Donc, c'est pour défendre les intérêts moraux et matériels des travailleurs. De cette définition, on peut facilement dire maintenant à la définition du droit lié à la grève, qui est un droit fondamental, un droit reconnu par la Constitution, et d'ailleurs qui est conforme, bien sûr, à cette reconnaissance du dit droit par la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui veut que l'être humain, défini du moins par la dignité, puisse, face à un certain nombre de difficultés ou un certain nombre de situations qui ne cadrent pas avec l'épanouissement de sa vie, puisse bien sûr manifester afin de réclamer une meilleure condition pour sa vie humaine. Monsieur Zongo, vous êtes d'accord avec cette définition? Vous voulez ajouter quelque chose? Non, pas grand chose à ajouter, puisque d'une manière ou d'une autre, cette définition tire sa source des textes qui existent, et comme c'est communément admis et accepté, je pense que la définition, dans son essence, est la même. D'accord, pareil pour vous, monsieur Diallo? Et je pense qu'on n'a pas de polémique sur la question de la définition. D'accord, ok. Donc, on va s'arrêter un peu sur les conditions d'exercer le droit de grève au Burkina Faso. Monsieur Zongo, vous êtes de la fonction publique. Quelles sont les conditions pour exercer le droit de grève au Burkina Faso? Ok, merci bien madame. Alors, pour exercer le droit de grève au Burkina Faso, il faut faire le distinguo entre ce fonctionnaire de l'administration publique et le salarié des entreprises privées. Parce qu'en fonction de la catégorie dans laquelle vous vous trouvez, le droit de grève ne s'exerce pas de la même manière. Le droit de grève au niveau de la fonction publique est régi depuis les années 1960 par une loi qui dit que pour aller en grève, il faut d'abord déposer le préavis en fonction de la catégorie professionnelle. Bon, je ne vais pas trop m'aventurer sur cet aspect-là dans la mesure où ça ne l'est pas véritablement de mes compétences. Mais pour ce qui est du droit de grève dans l'administration privée, si je peux m'exprimer ici pour parler des entreprises privées, la loi suppose d'abord que nous soyons dans une situation de conflit collectif du travail qui a sa procédure de résolution. Cette procédure-là commence d'abord par la conciliation des conflits collectifs qui peut appeler soit l'inspecteur du travail si le conflit relève du ressort juridique d'une seule région ou qui appelle l'intervention du directeur général du travail si le conflit relève du ressort juridique de deux ou de plusieurs régions.
administratif du Burkina Faso, bien sûr. Alors donc, l'inspecteur du travail ou le directeur général du travail qui est saisi de ce conflit collectif va tenter la conciliation. Et s'il aboutit à une conciliation, le conflit est réglé et le procès verbal de conciliation qui en découle est immédiatement applicable. Si on ne s'entend pas, l'inspecteur du travail ou le directeur général du travail va adresser un procès verbal de non-conciliation pour que le ministre puisse saisir le conseil arbitral qui va statuer sur les faits qui font objet de conflit. Et si le conseil arbitral donne sa sentence et que sa sentence est favorable aussi bien pour les deux parties, on l'applique. Si elle n'est pas favorable pour l'une des parties, on peut faire appel. À quel niveau l'appel? Au niveau de la cour d'appel. Donc la procédure va suivre son cours et c'est après que la sentence soit donnée que l'une des parties qui ne trouverait pas satisfaction peut maintenant prétendre au droit à la grève, c'est-à-dire aller en grève. Mais c'est un peu compliqué dans le public de faire la grève, il m'a trouvé, parce que la procédure est un peu compliquée, il m'a trouvé. Bon, si vous l'appréciez ici, je ne saurais quoi vous dire, mais c'est la procédure qui existe et qui doit être suivie. Et c'est pour ça qu'on ne grève pas beaucoup dans le privé, ou c'est parce qu'on est bien géré dans le privé? Bon, il faut qu'une étude puisse nous le dire, parce qu'apparemment, je ne pense pas que nous avons la même appréhension que vous. Voilà. Mais pourquoi à votre avis, on fait moins de grèves dans le privé? Bon, je vous ai dit qu'il faut une étude parce qu'a priori, je ne peux pas me permettre d'avancer des choses pour lesquelles je n'ai pas d'éléments pour... Il vient de décrire, je pense qu'il est au courant, les syndicats l'ont dénoncé depuis que ça a été institué dans le Code du travail. Oui, et le Code en relecture a revu quand même, je vais dire, la durée de la procédure. Parce qu'en réalité, cette procédure telle que décrite est une remise en cause du droit de grève. Parce que dès que les juridictions interviennent, on ne peut plus donner du temps. Parce que quand ça arrive à la cour d'appel, qui peut aller mettre la pression pour que la cour d'appel donne son avis? Ça peut durer des années. Nous avons vu des cas où ça a duré des années. Nous avons dit que la procédure est une remise en cause subtile du droit de grève dans le privé. Et d'ailleurs, les commentaires faits par le BIT, peut-être qu'on pourrait revenir là-dessus, nous donnent raison à ce niveau-là. Oui, justement, j'ai bien envie d'intervenir sur cette question justement de la procédure dans le privé. Déjà, pour votre question, pourquoi effectivement il y a moins de grèves dans les entreprises privées que dans le public? Je dirais, sans me fonder sur des études, comme l'a suggéré M. Zango, que c'est d'abord parce que, et M. Diallo le rappelait si bien ici, que la procédure qui est mise en place là est une procédure obligatoire. Il y a ce qu'on appelle l'obligation préalable de la négociation dans l'entreprise privée. Donc, cette obligation qui est préalable, si vous voulez, qui est inclue le plus souvent dans les contrats de travail, fait que les travailleurs ne peuvent pas outrepasser, bien sûr, cette réglementation. Et dans lequel cas où ils venaient à outrepasser, ils s'exposent, bien sûr, à cette insécurité sociale qui est que l'employeur peut les licencier pour non-respect, justement, d'une clause du contrat. Et cette insécurité sociale n'existe pas curieusement dans la fonction publique, puisque le fonctionnaire a une forme de garantie de carrière. Et il est difficile pour le gouvernement de prendre certaines sanctions, allant bien sûr jusqu'au licenciement du fonctionnaire, sans lui-même suivre une longue procédure. Donc ça fait que le fonctionnaire, curieusement, est dans un confort qui lui permet de manifester mieux son droit de grève par rapport aux travailleurs du privé, alors que la grève est née dans le privé. Donc c'est assez curieux, et moi en tant que scientifique, je me pose souvent la question, pourquoi au niveau du privé le droit de grève est si bien réglementé, alors que dans le public on se retrouve avec, excusez-moi du terme, mais ça c'est l'analyse du juriste, avec un certain laxisme juridique, alors même que le privé n'est pas assujetti au principe de la continuité du service, qui est pourtant un principe sacro-saint dans la fonction publique. D'ailleurs, je ne vais pas vous étonner en le disant que la doctrine française, dont nous nous inspirons beaucoup, est assez séparée sur la question du droit de grève dans la fonction publique, parce que c'est difficilement conciliable avec le principe de la continuité du service public. Et c'est d'ailleurs ce qui a valu l'interdiction du droit de grève, par exemple, à certaines catégories de fonctionnaires qui n'ont même pas le droit de faire la grève. Je pense que vous, normalement, vous ne devriez pas avoir le droit de grève du moment où vous travaillez justement pour la communication publique. Voilà, les agents de l'information publique n'ont pas le droit de grève, mais on peut relativiser. Ce droit de grève est bien sûr relativisé. C'est que quand vous êtes en grève, vous avez l'obligation d'assurer ce qu'on appelle un
service minimum. Oui. C'est la même situation pour la communication, disons les transports aériens. Il y a un minimum de services qui est exigé. Et ça n'est autant aussi, c'est-à-dire pour l'interdiction totale pour des corps comme, vous savez que les militaires n'ont pas le droit de grève. Voilà, les CRS n'ont pas le droit de grève, même s'ils ont le droit syndical aujourd'hui. Ils ne peuvent pas aller en grève sans remettre en cause la sécurité de l'État, puisque la sécurité ne se négocie pas. La sécurité de l'État doit être toujours maintenue. Donc ce principe de la continuité est vraiment mis à mal par le droit de grève dans la fonction publique. Mais une fois de plus, je rappelle que c'est un débat doctrinal. J'ai un point de vue personnel, la SVDC a un point de vue, c'est qu'il faut revoir la réglementation tout simplement du droit de grève dans la fonction publique, parce que il y a matière à garantir un minimum de sécurité pour les travailleurs déjà, c'est-à-dire parce que c'est leur droit fondamental, mais aussi et surtout pour le peuple, bien sûr, qui attend que le gouvernement, à travers, bien sûr, les autorités qui sont en place, puisse atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc, en gros, on ne peut pas remettre en cause l'intérêt général au profit d'un intérêt spécifique. D'accord, merci beaucoup, monsieur Zemané. On va continuer dans la dynamique du débat. Vous voulez réagir? Oui, je voudrais réagir parce qu'il y a d'abord la première question, comment on procède pour aller en grève dans le public. Il y a la loi 45-60 qui dit qu'il faut un préavis. Et pour les cadres supérieurs, d'ailleurs, dans ces 15 jours. Donc, généralement, quand les syndicats veulent aller en grève, ils respectent ce délai de 15 jours francs avant de déclencher la grève. On adresse le préavis au président du FASO. Jusqu'au président du FASO? Si, c'est à lui qu'on adresse le président du Conseil des ministres. Président du FASO. Président du Conseil des ministres. Voilà. C'est président du FASO, président du Conseil des ministres. Voilà. D'accord. Et c'est tout? Ça suffit pour aller en grève? Si on a déposé le préavis, on peut... Selon la loi 45-60, si on a déposé le préavis, il peut arriver que l'administration réagisse que la grève ne se produise pas. Dans ce cas, il y aura des négociations. Mais si l'administration n'a pas réagi et que les 15 jours sont finis, oui, on peut aller en grève. Si vous permettez, c'est justement... Et l'autre élément sur lequel je voudrais réagir, c'est justement la lecture qu'il fait. Nous disons qu'il faut réglementer le droit de grève, mais il ne faut pas oublier que le Burkina a ratifié des conventions qui sont supranationales et qui devraient pouvoir s'imposer à nos lois internes. Ce qui fait le problème, et là aussi on reviendra dessus, il y a une proposition qui était en cours. D'ailleurs, on a demandé l'avis des experts du BIT sur cette proposition et aujourd'hui, justement, si on n'avance pas, c'est parce que ce n'est pas favorable. C'est quelle proposition? La proposition de loi portant réglementation du droit de grève au Burkina Faso. Proposition venant de l'Assemblée nationale, qui nous a d'ailleurs été transmise. Si vous voulez, je peux vous donner lecture de quelques passages par la suite. Donc, j'ai dit de faire attention parce que la réglementation en question doit tenir compte des obligations internationales du Burkina Faso. Voilà, non, je voulais juste réagir, juste pour corroborer mes propos, quand je parlais d'un certain laxisme de la réglementation de la grève dans la fonction publique. Il a cité tout de suite justement la loi 45-60 qui impose un préavis aux agents de la fonction publique avant d'aller en grève. Donc 15 jours pour les cadres, 10 jours pour les agents de conception, 5 jours pour les autres agents, etc. Mais en fait, là, une fois de plus, je veux que nous allions dans l'histoire de la grève. La grève est née dans le privé. Comment se fait-il que dans le privé, où on sait très bien que ce sont des intérêts privés qui sont en question, l'entrepreneur, il crée son entreprise, c'est d'abord pour ses intérêts privés. Dans ce contexte-là, qu'on oblige le travailleur à négocier, c'est-à-dire à lancer une procédure de négociation avant éventuellement de partir en grève, alors que dans la fonction publique, où il est question d'intérêt général, et je vous dis, quand on parle d'intérêt général, ça concerne même le fonctionnaire lui-même, ses proches et autres. Donc c'est tout le monde et personne. On parle d'intérêt général et bizarrement, on n'a pas imposé l'obligation de négociation, même si je sais de fait, en fonction des syndicats, il y a des syndicats par exemple qui ne font pas du droit de grève, si vous voulez, une arme usuelle, mais ils vont lancer toujours la procédure de négociation jusqu'à ce qu'il y ait des points d'achoppement, c'est-à-dire des points justement de désaccord avant d'aller en grève. Et c'est pour ça, pour terminer, j'aime dire comme ça, c'est vrai que c'est l'ancien qui parle, j'aime dire que la grève est une arme tellement importante qu'on ne doit pas en abuser. Absolument. Voilà. Et la grève, du reste, quand il y a grève, c'est qu'il y a un échec quelque part. Échec
de la part du syndicat, qui n'a pas lancé des procédures de négociation assez solides pour arriver à une solution. Échec au niveau du gouvernement aussi, qui n'a pas su mener des négociations pour éviter l'interruption du travail. Donc la grève ne saurait être, c'est vrai, c'est un droit, c'est reconnu. Et à M. Diallo, je dirais oui, en droit, effectivement, les conventions prennent le dessus sur les normes internes. Mais attention, M. Zango le rappelait ici, ne faisons pas l'amalgame quand on parle de l'OIT, puisque l'OIT parle généralement du travail en général. Or, nous avons la double situation, puisque l'OIT ne regroupe pas que des pays francophones. Nous sommes un pays d'inspiration française, donc on a une dualité juridictionnelle, qui fait qu'il y a un statut de la fonction publique qui est à part, et un statut, par exemple, des travailleurs à part. Et ça fait que l'interprétation doit être très minutieuse, puisque la fonction publique, dans la définition du droit français, si vous voulez, c'est un domaine de souveraineté. D'accord. Voilà, quand l'État, par exemple, prévoit son budget annuel, vous ne pouvez pas, par une grève, changer le budget de l'État. Alors que dans l'entreprise privée, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, pour garder un certain équilibre de la gestion publique, il faut bien sûr que le droit de grève n'ait pas des effets néfastes sur la gouvernance, bien sûr, des autorités. D'accord. Oui, je voudrais aussi réagir parce que la lecture du juriste m'étonne, parce que pour moi, la question du droit de grève dans le public est bien réglementée. Actuellement, là, le droit de grève est très bien réglementé. Et j'ai dit qu'il faut éviter la dualité dont vous parlez là. Il y a des commentaires, si vous voulez, je vais vous les lire. Et puis on va les commenter ensemble. Vous verrez que dans la tête de ces experts là, c'est suffisamment clair. Le Burkina a décidé de ratifier en connaissant très bien sa situation. Qu'il y a le privé et il y a le public. Et d'ailleurs, il y a des recommandations qui sont faites à l'État burkinabé pour qu'il conforme sa législation interne à l'esprit et à la lettre des conventions ratifiées. Donc, il n'est pas opportun juridiquement de venir dire nous avons une dualité juridique chez nous et quand on ratifie une convention, il faut en faire une interprétation très fine. Quelle interprétation très fine? L'esprit et la lettre de la convention doivent s'appliquer aussi bien dans le public que dans le privé. D'ailleurs, quand il fait abondamment référence à la France, mais la France a ratifié la convention 87. Elle est bien respectée par la France. Mais c'est le Burkina Faso qui a été rappelé plusieurs fois à l'ordre sur la question du respect de la convention 87. Je pense qu'on ne se comprend pas du tout et il y a un problème fondamental de compréhension. Déjà, je vais dire, on a ratifié pas mal de conventions. Je ne connais pas toutes les conventions. 39. Voilà, on a 39 conventions. On en a tellement ratifié. Mais je vais vous dire simplement, si on reste dans cet amalgame strict entre le travailleur et le fonctionnaire, je peux vous renvoyer au fondement du droit parce que le droit n'est pas seulement les textes. Le droit, c'est aussi la doctrine. Le droit, c'est aussi la jurisprudence. Le droit aussi, c'est la coutume. Si je vous renvoie à cela, je vais vous demander, par exemple, il faut partir à l'origine même de l'entrée en fonction de ces deux corps-là. Le fonctionnaire ne rentre pas de la même façon que l'agent du privé. Il adhère à un contrat pendant que l'agent du privé négocie son contrat. Rien qu'à travers ça, vous pouvez savoir clairement qu'ils ne peuvent pas avoir le même traitement en matière de texte réglementant le droit de grève. C'est pourquoi j'ai dit, l'analyse est l'analyse d'un chercheur et non l'analyse. C'est-à-dire sur les textes. Non, en fait, à écouter M. Diallo, j'ai l'impression qu'il veut faire valoir un principe qu'on connaît tous, que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Comme le Burkina a signé, il faut que le Burkina applique. Mais vous savez que le Burkina peut quitter la convention? Ah bon? Bien sûr. C'est un droit. Non, mais c'est un droit. Imaginez que le Burkina quitte la convention. Est-ce que vous aurez le même débat? Non, je vous dis non. En fait, avant qu'il ne quitte, il doit respecter. Non, il peut. J'ai dit il peut. Je n'ai pas dit que c'est facile de quitter ou bien c'est difficile de quitter. Il peut quitter. Imaginons un instant que le Burkina quitte cette convention que vous citez là. Oui. Ça veut dire que votre argument là va perdre de sens. Alors que moi, je suis en train d'aller au-delà du texte que nous avons ratifié, que je respecte en tant que juriste, et dire qu'il faut que nous-mêmes nous sachions quelque chose. J'ai dit, ne faisons pas l'amalgame. Si on était en train de parler seulement du droit de grève dans le privé, moi, je dirais même que les entreprises privées aujourd'hui même sont très calmes. Au Burkina, je sais que beaucoup d'agents du privé souffrent plus que des fonctionnaires, mais ils n'osent même pas aller en grève parce que la réglementation là-bas, elle est sévère. Et pour protéger quoi? Un intérêt privé. Mais quand il s'agit d'un intérêt public, on ne donne pas de garanties. Il n'y a pas de garde-fou. Sinon, moi-même, je suis un agent de l'État, mais je peux vous dire de ma conviction, ça c'est mon propre point de vue, ça n'engage que moi, mais je pense que le droit de grève dans la fonction publique devrait être relu. Monsieur Zango, vous êtes de cet avis. Est-ce qu'on doit relire quand même nos textes par rapport au droit de grève dans la fonction publique? Je suis un peu dérangé quand je dois me prononcer sur le droit de grève dans la fonction publique. Pourquoi? Ce n'est pas ma matière. Oui, mais vous êtes burkinabé, vous êtes fonctionnaire. Oui, mais si c'est en tant que burkinabé, il n'y a pas de problème. Mais en tant qu'inspecteur du travail, j'ai mes limites professionnelles. Oui, non, on va faire abstraction de vos limites. Ah non, puisque... Et puis, vous donnez votre point de vue en tant que fonctionnaire.
S'il ne veut pas se prononcer, je voudrais revenir sur... Mais vous avez réagi tout à l'heure, M. Zongo. Oui. Allez-y, M. Diallo. Oui, je voudrais juste rappeler au procès des droits que ce qui rappelle, je ne suis pas juriste de formation, mais ma formation en philosophie politique me permet de savoir qu'il y a des questions doctrinaires en droit et que la jurisprudence aussi est source de droit, de même que les coutumes. Et d'ailleurs, si on devrait se fonder sur les justes coutumes au Burkina, on ne devrait plus revenir sur cette question de réglementation. Parce qu'il y a des acquis qu'on est en train de remettre en cause. D'accord. Ok, on va pas tirer sur ça, on va avancer dans la dynamique de ce débat. Monsieur Zongo, quel est votre point de vue par rapport à la relecture des textes? Bon, je pense que c'est dans un cadre global et à travers les doléances faites par la coalition des syndicats chaque 1er mai, un certain nombre de tests sont demandés à être lus. Et parmi ces tests-là, il y a également le test sur les retenues pour faire de grève. Il y a le code du travail même qui est, comme disait M. Diallo, en train d'être lu. Mais en termes de relecture pour ce qui est de la fonction publique, apparemment, je ne crois pas avoir vu ça dans les doléances faites par les syndicats. Mais bon, au regard de la forme sociale, la relecture des tests peut nous permettre de tendre vers un climat social encore plus favorable et serein pour les affaires au Burkina Faso. Je pense que notre constitution n'empêche pas qu'un test qui, à un moment donné, qui est dépassé par la réalité du pays, soit relu. Je crois que c'est dans cette dynamique-là, la relecture de ces tests-là ne fera que faire avancer notre économie. D'accord. Je voudrais juste dire que pour nous, la relecture d'un texte ne nous pose pas en principe un problème. Mais ce sur quoi nous faisons attention, c'est qu'on ne prend pas un texte pour régler un problème parce qu'il est là. Le texte doit avoir une portée générale. C'est le principe même de base du droit. Oui, mais on parle du statut de la fonction publique. Mais ici, on ne parle pas du statut de la fonction publique. Il a déjà été réélu, à peine. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de la loi 045 sortante qui réglemente le droit des grèves. Si vous ne le savez pas, j'ai la proposition ici de relecture en 2017 proposée par l'Assemblée nationale. Donc, je dis bien qu'il s'agit d'une loi qu'on veut relire. Mais la relecture vise à régler des problèmes ponctuels. On a des problèmes à la santé, on dit voilà ce qu'il faut résoudre, on écrit ça dans le texte. On a des problèmes aux impôts, on dit voilà ça, il faut mettre dans le texte. Et j'en passe. Ce n'est pas ça d'abord le droit. Donc aujourd'hui, on doit réglementer de telle sorte que personne ne se sente visé par la relecture. De façon générale, effectivement. De façon générale. La portée doit être générale. Ça c'est de 1. De 2, nous avons dit aussi que pour nous, si c'est pour relire, il n'y a pas de problème. Mais si on relit pour remettre en cause des acquis d'abord, il parle du S et coutumes, mais surtout quand on a ratifié des conventions qui exigent des choses qu'on veut remettre en cause, nous allons toujours attirer l'attention de l'État sur ces faits-là. Mais on vous dit que le Burkina peut quitter les conventions, non? Mais c'est ce qu'il a dit. Oui. Mais comment on les quitte? Donc je peux revenir sur ça si ça... Non, on va pas Non, mais je vais dire que... Oui. Quand le Burkina, par exemple, a ratifié la Convention 87, vous voyez, c'est un petit document comme ça, c'est une édition, et il a ratifié. Oui. Il a 10 ans pour dénoncer. Il ne l'a pas fait. S'il ne le dénonce pas au bout de 10 ans, plus un là, il doit attendre 10 ans encore, ainsi de suite jusqu'à ce qu'il décide de dénoncer. Et quand il dénonce, immédiatement que c'est pris en compte. Il faut l'enregistrement une année après l'enregistrement pour que le Burkina il peut dénoncer toute la convention ou des parties de la convention. Je vous pose une question idiote, excusez-moi. Oui. Si par exemple le Burkina a ratifié la convention 87, comme vous le dites, et qu'elle refuse d'appliquer, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien, non? Il y a quelque chose. Oui, il y a quoi? Dites-nous. Nous avons déjà fait des plaintes en 2006. Et puis ça fait quoi? Le code de 2004 disait, par exemple, de façon substantielle, que le droit de grève là se limitait à défendre des intérêts purement professionnels. Nous avons dit que c'était limitatif et que le gouvernement oubliait qu'il y a des organisations syndicales de portée nationale qui peuvent appeler tous leurs militants à la grève. On ne s'est pas entendu ici. Quand nous avons déposé plainte, on a recommandé, si vous voulez, je peux lire les commentaires qui ont été faits sur le point et qui ont demandé au Burkina de relire le code et de reprendre la définition qui permet aux agents d'entreprises privées, c'est là-bas qu'il y avait des problèmes, d'aller en grève. Ce sont des confédérations qui appellent à la grève. Et c'est ce qui a été fait dans le code de 2008. Et dans le cas des débats en cours, nous n'excluons pas de pouvoir saisir aussi le BIT s'il le faut pour qu'on puisse trancher. Comme il y en a qui parlent du droit administratif
à côté qui a samedi soir et de l'autre côté le droit privé, on va voir qui a raison et qui n'a pas raison. Ok, merci beaucoup. Voilà, non, en fait, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on s'écarte du sujet. Hein. J'ai dit qu'on peut se quitter, je n'ai pas dit que c'était facile. La procédure, on la connaît tous. C'est les procédures que nous enseignons à l'école de droit. Je connais la procédure à plus d'un titre. Mais l'idée ici, c'est quoi? C'est juste pour vous faire comprendre que l'argument selon lequel on a ratifié des conventions, donc pour cette raison, on ne peut plus rien faire que sur la base de cette convention, est très réductrice en fait du droit. Le trop juridisme là, à un moment donné, ça peut tuer le droit. Parce qu'il suffit seulement, je dis bien il suffit seulement que le Burkina lance justement une procédure de, si vous voulez, de dénonciation de cette convention là. Vous savez qu'il y aura ce qu'on appelle la suspension de la convention d'application sur le Burkina? Non. Si, il y aura une suspension. Vous pouvez prendre l'IR. Il y aura une suspension. Jamais. Jusqu'à ce que ça soit notifié, c'est un an après. Ah, jusqu'à ce que ça soit notifié. Mais je dis que c'est la procédure, on est dans la procédure. Quand vous dites qu'on lance la procédure, mais vous avez parlé du... On enregistre la oui. Et c'est une année après. Mais si ce n'est pas enregistré, il n'y a pas de dénonciation. C'est ce que vous devez comprendre. On parle de dénonciation lorsque c'est notifié. Vous avez dit qu'on clenche la procédure. Oui, mais la dénonciation est une procédure. Non, en ce moment, ce n'est plus une suspension. C'est tout simplement que le Burkina n'est plus concerné par l'application de la convention. Non, ça, c'est les 10 ans. Ça, il faut attendre les 10 ans. Non. Ça, il faut attendre les 10 ans. Non, on ne se comprend pas. Hein? En fait, l'idée ici, non, c'est très compliqué. Mais juste pour vous dire que l'argument, moi, je suis juriste, je sais très bien que justement la convention engage les parties. Une partie qui vous parlez des conventions de façon générale, mais pas des conventions de l'OIT. Qui est inspiré des conventions en général. Parce que le droit international est un droit, si vous voulez, très souple en réalité, parce que c'est un droit des plus forts. Aujourd'hui, si les États-Unis décident de ne pas respecter l'OIT, personne ne pourra le sanctionner. Et on le sait très bien. C'est parce que nous sommes des pays qui profitons de l'aide là, que nous sommes obligés de respecter bien sûr un certain nombre de conventions aujourd'hui. Sinon les sanctions peuvent être quoi? Le Burkina décide par exemple de ne plus être parti à l'OIT. Si le Burkina a ses propres moyens, ça ne va rien faire au Burkina. Mais on ne veut pas s'exclure de cette manière parce que nous connaissons le contexte qu'est le Burkina. Et c'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'en tant que Burkinabé déjà songeant à l'intérêt général, que nous n'ayons pas, c'est-à-dire une situation bradée. Une fois de plus, je dis, le droit de grève est un droit fondamental. Et un droit fondamental, il n'y a pas ce droit même si fondamental soit-il, qui n'est pas encadré. Ça, je vous dis. Maintenant, c'est normal que M. Diallo, du côté du syndicat, pense que cet encadrement est une limitation. Le gouvernement n'est pas aussi là pour regarder seulement, c'est-à-dire l'exercice du droit de grève de façon hasardeuse. Lui aussi, il a des objectifs à atteindre, donc il est normal qu'il prenne des initiatives. Pourquoi je dis la modification, par exemple, du texte des années 45-60 là, le gouvernement a pleinement l'initiative. Il peut prendre l'initiative, tout comme l'Assemblée a pris l'initiative. Maintenant qu'il y ait des débats, peut-être que c'est la procédure, c'est-à-dire la démarche pour modifier le texte là, qui n'a pas été respectée, parce qu'il fallait une démarche participative. Et si cette démarche est respectée, je pense que le Burkina peut bel et bien réglementer son droit de grève à garantir, bien sûr, l'intérêt général des Burkinabés. Et là, j'insiste sur ce mot-là, parce que la fonction publique est calquée sur un modèle particulier. On ne peut pas aujourd'hui réclamer, et j'ai dit une fois de plus, au détriment, bien sûr, de l'intérêt général, des intérêts spécifiques. Parce que l'intérêt général dont il est question, ce n'est pas la somme des intérêts spécifiques, c'est un intérêt abstrait qu'on ne peut quantifier. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Zemane. M. Zango, dites-nous, est-ce qu'il y a un moment idéal pour aller en grève, à votre avis? Non, il n'y a pas de moment. Il n'y a pas de moment idéal pour aller en grève. D'accord. Monsieur le syndicaliste. Si on s'en réfère à la définition de la grève, comme le donnait ici le professeur, c'est une cessation concertée du travail en vue d'appuyer des revendications tendant à améliorer les conditions de vie et de travail. C'est ça. Pas de moment idéal. Ok. Et vous pensez qu'il n'y a pas de moment idéal? Bon, moment idéal. Je voudrais, contrairement à ce qu'ils ont dit, dire qu'il y a un moment idéal. Si on est dans une logique responsable. Vous savez, les syndicats ne vont jamais en grève sur le tas. On a d'abord ce qu'on appelle sur le tas, c'est-à-dire on se lève, on dit aujourd'hui on n'est pas content, on est en grève. Non, il y a un préavis. Non, avant le préavis, il y a la plateforme. Ah, d'accord. On adresse une plateforme à l'autorité, une plateforme revendicative. Si l'autorité elle ne réagit pas, on lui écrit pour dire qu'on a donné une plateforme, on attend des réponses. Si elle ne réagit pas à la lettre et si elle ne souhaite pas rencontrer les travailleurs pour discuter, c'est en ce moment qu'on part au préavis. Et c'est après le préavis, de mon point de vue, que le moment est idéal pour aller en grève. Pour ne pas se mettre dans une position d'illégalité. Surtout que c'est de ça qu'il est question de plus en plus aujourd'hui. Donc il y a un moment idéal de ce point de vue-là. Deuxièmement, de mon point de vue, il y a un moment idéal. Ça voudrait dire que si on est dans la logique de la recherche de solutions
solution consensuelle, qu'on ait épuisé effectivement le processus du dialogue. C'est ça qui doit permettre d'aller en grève parce qu'on n'a pas pu. Malheureusement, dans notre pays, ce qui se passe, c'est que vous déposez d'abord la plateforme, on ne vous parle pas. Après, vous écrivez, on ne vous parle pas. Vous déposez le préavis, on ne vous parle pas. C'est quand vous êtes en grève qu'il y a problème. Oui. Mais pourquoi on ne vous parle pas? Il y a quoi? Pourquoi les autorités en face? C'est un esprit de dialogue qui n'est pas là. C'est un manque de respect ou c'est vous qui ne... Non, je ne peux pas parler à leur place, mais je ne suis pas une autorité de cette République. Oui. Ce que je sais, c'est que si on respecte correctement les choses, dès qu'il y a une plateforme, il y a ce que l'autorité appelle le dialogue social. Il est dit que c'est efficace quand il est préventif. Donc, on n'aurait même pas dû attendre que des plateformes soient déposées. On peut commencer la négociation, ne serait-ce que pour voir si ça va. Et encore, s'il y a une plateforme, on ne doit pas attendre que la plateforme soit suivie d'une lettre d'interpellation, puis d'un préavis. Monsieur Zango, je donne la parole à M. Zemani tout à l'heure, mais je donne la parole à M. Zango. Je n'ai pas répondu à la question, quoi. Donc... Oui, non, vous allez répondre, M. Zemani. Dites-nous, pourquoi l'autorité ne réagit pas généralement que les syndicats de plateformes revendicatives? C'est comme je vous disais, ce sont mes limites professionnelles, là. Mais si je veux me référer un peu dans le secteur privé, je vous ai un peu parlé de la conciliation, qui est une forme de négociation. C'est vrai qu'elle ne rentre pas a priori dans la définition de la négociation comme on la connaît. Mais au moins au niveau du secteur privé, comme disait le professeur également, depuis que cette histoire de grève dans le privé s'exerce là, on a eu le temps d'asseoir toutes les bases et les institutions pour pouvoir suivre ce mouvement de grève-là. Ça fait que quand nous sommes dans une situation de conflit collectif qui peut déboucher à une grève, on a déjà des instances qui sont déjà prêtes, qui peuvent déjà tenter la médiation ou si vous voulez la négociation avant même qu'on arrive à l'étape de la grève, comme il estime que ce n'est qu'à avoir épuisé les procédures de négociation qu'on peut dire que la période est propice pour aller en grève. Donc dans le privé, il y a au moins ces instances-là qui permettent déjà de juguler la grève. D'accord, M. Zemani, vous avez la parole. Oui, voilà, merci bien. Vraiment, la question elle est pertinente et j'ai apprécié beaucoup la réponse de M. Diallo parce qu'on en vient finalement au fait. Effectivement, le syndicat burkinabé a une culture justement de la démarche respective, c'est-à-dire allant toujours vers l'administration pour déposer ses doléances avant bien sûr d'enclencher ces mouvements de grève. Mais c'est malheureusement nos gouvernants qui, c'est-à-dire par négligence, souvent même par, je vais dire, de non-respect même du corps syndical, qui laissent les choses pourrir avant maintenant de sortir et de tenter ce qu'on appelle une négociation. La négociation, et je vous l'ai dit ici, la grève est un échec pour les deux parties. Bien sûr, il y a la responsabilité syndicale et il y a la responsabilité gouvernementale. Quand on en arrive justement à cela, c'est qu'on n'a pas respecté le minimum de cadre de concertation qui devrait exister entre le gouvernement et le syndicat. Et je rappelle très bien, parce que souvent les gens font l'amalgame, on parle de l'État et le syndicat. Non, le syndicat faisant partie de l'État, le gouvernement a une obligation administrative et politique d'entretenir de façon courante des négociations avec les syndicats. Et ça, dès que l'autorité ne va pas tenir compte de cela, les mouvements de grève seront difficilement jugulables dans notre pays. Il faut forcément, et je pense que le gouvernement passé avait ce qu'on appelle de concertation permanente, actuellement avec les syndicats, qui permettait quand même d'avoir un certain nombre de points. Et la négociation, c'est quoi? On venait avec des doléances. Généralement, le syndicat ne veut même pas tout. Le gouvernement aussi est en face, il va négocier en fonction de ce qu'il peut faire. Il y a un mot ou une expression qu'on appelle pendant très longtemps dans ce pays, et c'est très important, c'est ce qu'on appelle la sincérité dans la négociation. Il ne faut jamais promettre ce que nous ne pouvons pas faire. Et on peut le prouver par A plus B qu'on ne peut pas faire. Maintenant, quand le fonctionnaire ou le travailleur qui est assis voit le patron, c'est-à-dire qui vit de façon aisée, qui utilise les fonds publics de façon aisée, mais il est normal que lui, dans sa tête, lui aussi, il cherche à avoir une situation aisée. Donc, quand le patron lui dit qu'il n'y a pas les moyens pour faire ce qu'il lui demande, mais c'est difficilement assimilable par le fonctionnaire ou le travailleur. Parce qu'il voit, par exemple, ce qui se fait. Il voit, par exemple, que nous avons, par exemple, plus d'une trentaine de ministères. Et quand on a une trentaine de ministères, c'est que quand même, on a un budget assez costaud. Sinon, aussi, le gouvernement, dès la prise de fonction du président, de son excellence, M. Kaboré, s'il avait pris des mesures draconiennes, par exemple, réduire le nombre de ministères à 15, réduire, par exemple, le train de vie de l'État de façon courte, quand il dira aux syndicats, on n'a pas encore
encore de moyens, je suis sûr que n'importe quel responsable syndical ne va remettre en cause ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il y a un train de vie qui est resté pour une partie du gouvernement, disons, parlons du gouvernement, mais pour les travailleurs, on va attendre encore qu'il y ait bien sûr des fruits de la croissance avant qu'on en profite. Non, là, je pense que c'est un débat qui est faussé et il faut être sincère. Il n'y a pas que ce dirigeant qui devrait venir, c'est-à-dire pour chercher à remettre en cause les droits syndicaux, mais plutôt un gouvernement qui devrait venir pour favoriser un climat social afin d'atteindre ses objectifs. Parce que sans un bon climat social, je suis désolé, mais aucun gouvernement ne va survivre. Et l'histoire est là pour nous rappeler. Prenez depuis 1966 jusqu'à 2014. Je pense que c'est l'UAS qui a mis fin pratiquement au coup d'État qui était fomenté en 2015. Donc, c'est pour vous dire que le syndicat est très important. Et on devrait le voir comme un partenaire et non comme un adversaire. Et là, je vais juste terminer en disant à M. Diallo que l'autre aspect qu'on n'a pas abordé, qui est très important d'aborder, parce que nos enfants aussi nous écoutent, les jeunes nous écoutent, il ne faudrait pas qu'on réduise le syndicat aussi à un simple mouvement de lutte. Le syndicat forme et informe. Et ça, je sais que vous le faites, mais vous ne faites pas assez de publicité là-dessus, parce qu'on a besoin de savoir que le syndicat ne cherche pas seulement à avoir des meilleures conditions de vie, mais les meilleures conditions de vie, là, il faut les avoir de manière générale et non de manière spécifique. C'est pourquoi le syndicat, et je pense qu'il en a l'initiative, peut proposer des réformes au gouvernement même pour atteindre des objectifs d'intérêt généraux. D'accord. Merci beaucoup, M. Zemané. M. Zango va faire quelque chose, ça va. C'est un peu par rapport à l'appréciation, oui, du professeur par rapport à, je dirais, si vous me permettez le terme, un peu laxisme de l'administration. Je voudrais au moins se relever que, bon, dans le cadre du dialogue social, on ne pourrait pas peut-être parler du laxisme de l'administration parce qu'il y a bien des cadres qui permettent aux acteurs que nous appelons les partenaires sociaux de s'exprimer. Voilà. Et l'un des cadres les plus anciens que chacun de nous peut connaître, c'est la rencontre gouvernement-secteur privé qui se réunit régulièrement et qui permet de relever, j'allais dire, les défis et tendre vers, en tout cas, l'amélioration du climat des affaires. Secteur privé. Ça, c'est le privé, par rapport au public. Oui, même par rapport au public, j'allais en venir. Allez-y. Nous avons également, toujours dans le cadre du dialogue social, là, la rencontre gouvernement, organisation professionnelle des travailleurs, les syndicats. Oui. En principe, qui doit se tenir régulièrement chaque année. En principe, hein, oui, ça ne se tient pas régulièrement. Non. La preuve en est qu'en 2017, on n'a pas pu tenir cette rencontre-là. Voilà. C'est vrai qu'on a tenu une rencontre en 2017 aussi de l'année de 2016, mais pour l'année 2017, on n'a pas encore tenu la rencontre. Nous sommes dans les préparatifs pour que nous arrivions à cette rencontre-là en 2018, compte tenu même de l'expression vivante que les syndicats nous ont opposée en ne déposant pas également un cahier de doléances en 2018. Donc nous avons également tenu tous ces aspects-là. Mais pour dire que si on restait dans ce cadre de la concertation entre partenaires sociaux, nous on se disait que toutes les doléances, ou du reste, l'ensemble des doléances ou les doléances les plus importantes des syndicats étaient dans le cahier de doléances que le gouvernement a apporté une réponse générale. Qu'on va mettre dans un tiroir, certainement. Pourquoi mettre dans un tiroir? Parce que les années antérieures ont eu des réponses. Et nous sommes même pratiquement en train de finaliser toutes ces réponses-là pour pouvoir tendre vers le comité technique de suivi des engagements. Si tout va bien, on l'espère bien, qu'à la date du 20 juin, on va se réunir et pouvoir lancer encore cette rencontre-là. D'accord. Moi, je suis un peu scandalisée par un fait, comme il le disait M. Diallo, quand on dépose des plateformes revendicatives, on a l'impression qu'en face, il y a des autorités, des responsables qui prennent et qui mettent dans un tiroir, ils n'ont que faire. Et ça traîne. On n'a pas de retour. À la limite, on manque de respect aux agents syndiqués, on manque de respect aux agents. Nous, à la RTB, ici, il y a eu par moment où on a déposé des plateformes revendicatives, on ne nous a pas écoutés. Non, ça, je le dis aussi, c'est l'avantage d'avoir le micro, on ne va pas écouter. Mais vous avez parfaitement raison, vous permettez que je prenne la parole avant de laisser à M. Diallo. C'est juste pour vous dire qu'en réalité, vous avez tout à fait raison. Je tiens à rappeler quand même que j'ai eu une expérience administrative parce que pendant 4 ans, j'ai été chef du département des affaires politiques, diplomatiques et institutionnelles à la primature. Donc, toutes les questions concernant, bien sûr, les partenaires sociaux venaient de temps en temps devant mon bureau. Ah, au moins, voilà. Oui, j'en viens justement. Parce que quand je parle, c'est avec beaucoup d'amertume. Parce que je sais que c'est pas toujours la volonté qui manque. Mais parfois, notre administration est très lourde sur certaines questions. Comme vous savez, nous sommes dans un pays où pratiquement tout est prioritaire. Donc, au point où quand on prend même le budget de l'État, le temps qu'on se rende compte qu'on n'a même pas réglé le problème des partenaires sociaux, le budget est épuisé. Et on ne peut pas prendre des engagements forts. Et ça, c'est très dangereux. C'est-à-dire, l'idée même de la négociation, disons des cadres de concertation, comme je l'ai dit là, ça ne va pas se résumer à un cadre annuel. Il faut qu'il y ait un cadre plus permanent que le cadre annuel. Pourquoi pas un cadre trimestriel? Voilà, ça peut se faire. Et un bon dirigeant, excusez-moi
excusez-moi du terme, mais je suis pas en train de jeter l'anathème à quelqu'un, mais un bon dirigeant doit se prémunir de toute révolte de ses partenaires sociaux. Parce que ça n'augure d'aucune bonne nouvelle pour la suite de sa gestion. Merci beaucoup. Bien, je vous propose qu'on s'arrête un peu sur le sitting. On va échanger un peu sur l'avis du Conseil d'État et tout. Et puis, si le temps ne nous permet pas, pour l'émission prochaine, on va aussi aborder cette question. Dites-nous, Monsieur Zemane, est-ce que le sitting est une forme de grève? Non, le sitting n'est pas une forme de grève. La grève est clairement définie. Le sitting n'est pas une forme de grève. La grève, on vous dit que c'est une cessation collective en vue de réclamer, bien sûr, des meilleures conditions de travail, des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Et elle doit suivre une procédure spécifique. Et le sitting, c'est quoi? Le sitting, si vous voulez, c'est un mouvement d'humeur. C'est un mouvement, une manifestation telle que la Constitution reconnaît à tout citoyen burkinabé de pouvoir le faire. Mais bien sûr, vous savez que même si les citoyens sont tous égaux aux yeux de la Constitution, chacun de nous, en tout cas en tant que citoyen, nous avons un certain nombre d'obligations qui nous sont assujetties en fonction des catégories, bien sûr, dans lesquelles nous appartenons. Notamment, je sais qu'on va parler du sitting dans la fonction publique. Sinon, le sitting, je pense qu'il y a même une organisation de la société civile qui a prévu de faire un sitting bientôt devant la Sonabel pour réclamer l'électricité. Voilà, ça veut dire que le sitting, au-delà même de la fonction publique, le sitting est un droit. Si vous voulez, c'est une forme de manifestation. Et du moment où on reconnaît toutes les formes de manifestation légales et licites, je pense que le sitting s'inscrit dans cette logique justement de l'égalité. Maintenant, quant à son lien avec la fonction publique, je pense que c'est là que le débat se pose et on va se référer bien sûr à un avis qui a été émis par le Conseil d'État mais je rappelle que le gouvernement n'a pas demandé dans sa demande, le gouvernement n'a pas demandé d'apprécier la légalité du sitting. C'est plutôt le Conseil d'État en avisant qui a parlé effectivement du sitting comme si vous voulez, une manifestation illégale pour les fonctionnaires d'une manière générale, on va dire. Sinon, de mon point de vue, je pense que c'est une incompréhension, parce qu'effectivement, en se référant à nos conventions, et là je vais un peu utiliser la méthodologie du syndicat cette fois-ci, en me référant à nos conventions que nous avons ratifiées, le sitting ne saurait être une interdiction, c'est-à-dire pour quelque Burkinabé que ce soit. D'accord. Monsieur Diallo, je vais vous demander de faire un commentaire sur l'avis du Conseil d'État, sur la légalité d'abord, on ne va pas parler d'autre chose pour l'instant. Le Conseil d'État a trouvé que le sitting est illégal. Quel est votre commentaire là-dessus? Je ne suis pas juriste, mais j'aurais voulu encore qu'on revienne sur la définition même de la grève, là. Ah bon? Oui. Je vous avais demandé... Non. Quand je dis de revenir dessus, c'est pour dire que dans son esprit même, le sitting peut être considéré comme une forme de grève. Ah bon? Cessation concertée de travail dans le but d'appuyer des revendications d'ordre professionnel. Suivant une procédure. Oui, non, attention, j'arrive. La grève suit une obligatoire. Non, écoutez, j'ai dit, la définition ne me dit pas la procédure à suivre. On a dit conformément à la réglementation. Oui, j'ai dit, a priori, dans le truc là, la procédure n'est pas décrite. On a dit suivant la réglementation. En vigueur, oui. En vigueur. Et pour ce qui est de la loi 081 et de la loi 4560, il y a une réglementation concernant la grève, dans son appellation grève. Mais dans son appellation sit-in, ce n'est pas parce que le mot sit-in n'a pas été utilisé expressément dans le texte qu'il ne faut pas voir que l'esprit de la disposition dit que toute cessation concertée du travail dans le but d'appuyer des revendications d'ordre professionnel, là, c'est une grève. Non, là, je ne peux pas accepter. Maintenant, non, je suis désolé. Pour le faire, il y a une réglementation que l'on doit suivre. Pour aller en grève, il y a une réglementation. Non. Si vous avez la patience, vous me comprendrez. Okay. Oui, on la définition là, elle prend en compte même déjà le sit-in comme une forme de manifestation qui permet aux travailleurs de revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail. D'accord. Maintenant, on dit la grève est réglementée et c'est la loi 45-60 qui réglemente la grève. Oui, mais quelle loi réglemente le sit-in? Mais j'en viens. Il y a la loi 22-97 2A du 21 octobre 1997 qui réglemente le droit de réunion et de manifestation sur la voie publique. Ah, c'est un sit-in déjà. Dites-moi, je veux savoir. Le sit-in est une forme de manifestation sur la voie publique. Ah, c'est bon à savoir. Hein. Et je vous tiens juste... Quand je dis que nous avons sur la voie publique. Sur la voie publique. Ah ben, on en fait souvent aussi dans les services. Mais dans la voie publique, le texte dit que voie publique s'entend les services publics, tout lieu public. Ah d'accord. Ah oui, le texte le dit clairement. Tout lieu public dans les lieux et dans les rues. Là aussi, quand nous faisons par exemple nos sit-ins, nos meetings, nous n'adressons pas un préavis de grève au président du FASO, au président du Conseil des ministres, mais plutôt
à l'autorité compétente. Ouais. C'est ce que nous faisons et nous le savons très bien. Et ce qui m'a sidéré justement quand le Conseil d'État a dit qu'il n'y avait pas de dispositions relatives au sit-in, j'ai été surpris. Pour moi, si on lit de façon intelligente la définition de la grève, on peut trouver... Monsieur Diallo. On peut trouver déjà la définition du sit-in d'État. Donc, je ne vois pas d'où on peut conclure que le sit-in est illégal. Donc, pour vous, le Conseil d'État n'a pas raison? Bon, je ne dirais pas qu'il n'a pas raison, mais j'ai dit que cet avis-là, de notre point de vue, ils n'ont pas dit le droit. Excusez-moi, juste pour rebondir, moi, je suis complètement d'accord que le sit-in est légal parce que moi, je pense que les conseillers du Conseil d'État ont manqué vraiment de courage dans leur interprétation, justement, des textes. Parce que on n'a pas besoin qu'un mot existe textuellement dans un texte juridique pour juger de sa légalité ou de son illégalité. Non, on peut faire une interprétation. Manifestation sur la voie publique, c'est reconnu par nos textes. Et manifestation sur la voie publique, ça peut être assimilé au sitting. Donc, sur ça, on est d'accord. Par contre, la question que Mme Zouré a posée, c'est est-ce que le sitting est une forme de grève? Moi, je dis non. Parce que la grève est un concept juridique clairement défini. Maintenant, dans une grève, on peut avoir à faire du sitting. Est-ce que vous voyez? C'est une forme de manifestation de la grève et non une forme de grève. C'est différent. Et d'ailleurs, il a si bien dit, et j'apprécie justement cette part des choses-là, pour le sitting, on a besoin d'une autorisation de l'autorité compétente locale pour occuper l'espace public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un agent qui décide d'occuper l'espace public en abandonnant son bureau, il est sanctionnable. Et c'est ce que le Conseil d'État a voulu faire comprendre, mais il a été vraiment maladroit en disant que le sitting est illégal. Ça, c'est une maladresse, mais il aurait pu tout simplement dire effectivement, le sitting est légal, mais sa conséquence aussi étant légale, c'est que quand l'agent déserte de façon irrégulière, puisque pour le sitting, vous l'avez si bien dit, vous ne déposez pas de préavis, vous ne demandez pas au président du Conseil des ministres, vous désertez les lieux de travail pour être en rassemblement devant pour manifester, c'est une situation irrégulière, puisque l'agent n'a pas le droit de quitter son poste tant qu'il n'est pas en grève. Et c'est la seule situation qui est réglementée, c'est-à-dire d'interruption de travail. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison, on considère que quand l'agent est en grève, il est en suspension de contrat, donc du coup, il n'a pas la part de son salaire durant tout le temps de sa suspension. Et c'est ça qui explique cela. Maintenant, l'irrégularité ici, et c'est ça que je dis, je déplore malheureusement que nos conseillers d'État n'ont pas vraiment pris le soin de dire le droit. L'irrégularité, c'est qu'en occupant l'espace public, on en a le droit, mais c'est qu'en occupant l'espace public, on abandonne nos bureaux. Et ce n'est pas une grève. Donc la sanction est automatique. Non seulement il peut y avoir la sanction pécuniaire, ça c'est la moindre des choses parce que vous n'avez pas travaillé au nom du principe justement du salaire est dû pour travail effectué. Et deuxièmement, vous pouvez avoir des sanctions administratives parce que vous n'êtes pas dans l'assiduité, vous n'êtes pas présent au poste. Là, je pense que ça ne souffre d'aucune contestation. Maintenant, il y a eu une maladresse peut-être dans la vie et je déplore cela parce que quand même c'est une des institutions les plus respectueuses de notre façon et j'en déplore vraiment la situation. Par contre, je vais peut-être un peu piéger Monsieur Diallo. C'est vrai que l'avis du Conseil d'État n'est pas juridiquement valable. C'est-à-dire, si vous voulez, ce n'est pas contraignant. Voilà, ce n'est pas une décision de justice, ce n'est pas contraignant, puisque c'est le gouvernement qui a demandé un avis. Mais à supposer que ce fût une décision de justice, votre attitude ne me plaît pas du tout. Moi, j'aurais aimé que vous fassiez la même, je ne sais pas si c'est fait, vous m'excuserez si c'est déjà le cas, mais j'aurais aimé peut-être que publiquement, vous annonciez que vous aviez saisi aussi le Conseil d'État sur des questions relatives justement à son avis. Parce que là, je pense que vous en avez le droit en tant que corporation syndicale. Je dis une fois de plus, je m'en excuse si vous avez déjà fait cette procédure-là, au lieu tout simplement de vous brader contre un avis qui, à la limite, pour moi, n'est pas une décision de justice et qui ne mérite même pas tout le tapage qu'on est en train de faire. Et là aussi, je pense qu'il faut recadrer les choses à votre propre niveau, parce que le mouvement syndical n'a jamais considéré que l'avis du Conseil d'État était une décision juridique. Mais pourquoi brader? Vous bradez contre? Non, qui s'est bradé contre? C'est le gouvernement qui a écrit à des syndicats qui lui ont adressé des correspondances annonçant des préavis de sit-in. Ah donc il y a des préavis finalement pour les sit-in? Il y a des préavis de sit-in. Ah, vous aviez dit tout de suite qu'il y en a pas. Non, j'ai dit pour faire le sit-in, pour occuper l'espace public. C'est l'autorité locale. C'est l'autorité compétente locale, effectivement. Mais le sit-in là, on adresse des préavis. D'ailleurs, au ministre de tutelle, au premier ministre souvent, et en fonction du service qui fait le sit-in. Donc il y a des préavis. Et ce qui est curieux, c'est que jusque-là, les autorités elles-mêmes ont répondu à ces préavis de sit-in jusqu'à ce qu'on requiert l'avis du Conseil d'État. Sinon, avant,
personne n'écrivait que le sit-in était illégal. Bien plus que ça. Il y a un arrêté dont il a parlé qui concerne la retenue d'une partie du salaire pour faire des grèves. Nous avons même enclenché en 2017 la relecture de cet arrêté-là pour dire qu'il y a ce qu'on a appelé en son temps le 30e indivisible qui nous opposait. Parce que pour nous, quand on fait 2 heures de sit-in, 3 heures de sit-in, ça ne peut pas être toute la journée. Mais nous étions en train de les gens ne reviennent plus au service. Hein? Non, écoute, non, il a raison sur ce point-là, mais il y a d'autres sanctions. C'est pas la sanction pécuniaire. Non, donc j'ai dit, nous avons discuté avec le gouvernement jusqu'à ce qu'il y ait un blocage sur le processus de relecture. L'ancien arrêté est là, en vigueur, reconnu. Donc j'ai dit en plus que ce qu'il a dit là, quand on dit que le sit-in nous met dans une situation de cessation irrégulière, je voudrais juste, encore une fois de plus, qu'on s'en tienne à l'esprit de la Convention 87 qui dit que ce n'est pas l'administration qui détermine les formes d'action du syndicat. Non, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans cette logique, Monsieur Diallo. Excusez-moi de vous couper, mais on n'est pas dans cette logique. On est plutôt dans la même logique que même la grève qui est réglementée par la Convention et par nos textes. Quand vous allez en grève, il y a suspension de contrat, donc retenue de salaire. On est d'accord sur ça. Donc, même pas voilà. Donc, dans la même logique, le sitting induisant bien sûr une suspension du travail, il faudrait qu'il y ait des sanctions. Oui. Non, mais maintenant, sur la nature de la sanction, pas dans son bureau, alors qu'on n'est pas en grève, c'est, selon vous, une inoccupation irrégulière puisque vous n'occupez pas le travail. Justement, le poste. Ce n'est pas juste parce que l'avis du BIT, c'est que le sit-in est une forme de grève. Donc, une forme d'action légale. Avec les mêmes conséquences que la grève? Naturellement. Avec la même conséquence? Si. D'accord. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est ça. Si vous voulez, il y a l'avis ici, vous pouvez lire. Non, Monsieur Diallo, je vous ai dit dès le départ que le sitting... Ce sont les gouvernants de ces pays qui l'ont demandé. Dans mon entendement, le sitting est légal. Il ne faudrait pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit le sitting est légal. Là où nous nous entendons pas là, c'est le traitement des gens qui sont en sitting. Quelqu'un qui est en sitting, pour moi, il répond aux mêmes sanctions que quelqu'un qui est en grève. On est d'accord. Maintenant, vous dites que vous ne vous êtes pas entendu sur les procédures justement de retenue de salaire parce que bon, le 30e, indivisible. Voilà, ça. Mais je dis, il n'y a pas que. Il y a d'autres sanctions qui peuvent s'appliquer. On est d'accord. Lesquelles, par exemple? Moi, j'ai des sanctions administratives. On peut par exemple blâmer, on peut avertir. On considère que c'est illégal. On doit sanctionner. Est-ce que la rupture du contrat, de façon, c'est-à-dire périodique, là, elle est illégale? Mais parce que l'irrégularité ne faut pas forcément, c'est-à-dire référence à l'illégalité. La grève est réglementée, mais c'est si une situation irrégulière, parce que vous ne travaillez plus. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ne confondez pas irrégulier et illégalité ici. L'idée ici, c'est quoi? C'est que ça vous oblige à perdre quelque chose qui vous est dû. C'est bien ça. En perdant une partie de votre... Sinon, en temps normal, si vous êtes malade, on ne va pas vous couper votre salaire. Non. On est d'accord? Puisque la loi dit déjà, en principe, ce qui arrive à l'agent quand il est dans une grève légale. D'accord. Quand on parle de sanctions disciplinaires et autres, ça suppose qu'il y a eu faute. Et je dis que de ce point de vue-là, ce n'est pas juste parce que les experts du BIT, c'est notre gouvernement qui a demandé leur avis, ils ont dit au gouvernement, un agent qui est en sit-in n'est pas dans une situation d'irrégularité dont vous parlez là. Le sit-in est une forme légale de manifestation des syndicats. Et c'est quoi les conditions pour aller en sit-in? C'est ça que je vous ai dit. Si nous n'avons pas légiféré sur la question du sit-in, est-ce que c'est la faute des syndicats? Donc, dans notre disposition, on n'a pas dit comment il faut faire pour aller en sit-in. C'est la faute des syndicats. Donc ça veut dire qu'il faut légiférer là-dessus. Si on veut, on en dit. Mais c'est ça la procédure lancée à travers un avis. Je suis en train de dire tout simplement que ce n'est pas une situation d'irrégularité ou d'illégalité. C'est reconnu comme une forme d'action syndicale légale. D'accord. Donc il ne peut pas être suivi des sanctions. Pas que de quelque nature que ce soit. Pas que syndical. Donc pour vous, on ne doit pas sanctionner quelqu'un qui va en sit-in. Non, c'est pourquoi j'ai dit des parties de la définition générale de la grève. C'est une façon concertée du travail. Dès que ça c'est reconnu dans une action, c'est une forme de grève. Oui, et c'est légal. Et c'est légal. Et on peut couper le salaire ou pas? Le salaire, écoutez ça. Okay. Tout le monde et le sit-in. Dans tous les cas, y compris le sit-in. Okay. C'est ce qui est le problème. D'accord, c'est noté. Monsieur Zango, comment vous appréciez la légalité du sit-in au Burkina Faso? Par rapport à la légalité du sit-in au Burkina Faso, bon, je dirais que c'est pratiquement une question d'école quand on veut parler de la définition du sit-in, parce que je me rends compte que le professeur et puis ce dialogue n'ont pas
a priori la même définition. Bon, en tout cas, de ce que je sais, je pense que certains organes de l'OIT considèrent en tout cas le sitting comme étant une forme de réunion et de manifestation, en dehors en tout cas des mouvements de grève. Voilà. Et que par conséquent, ces organes-là disent que le droit au sitting comme étant cette forme de réunion et de manifestation là, est entendu dans la forme des libertés publiques qu'on doit pouvoir accorder à chacun de nous. Selon le principe de l'OIT, c'est que c'est des formes qui sont admises. Maintenant, dans chaque pays, ces formes de liberté là sont réglementées. D'accord. Je vous donne à chacun 30 secondes pour faire une conclusion et puis on va se séparer ici. Je commence par vous, M. Diallo. Je termine par vous, M. Zemané. D'accord. Oui, merci. Je pense que la synthèse faite est celle qui me convient. Et le problème au Burkina Faso, c'est que quand on veut lire les textes, on ne fait pas le croisement nécessaire pour en déduire la substance. Le croisement entre quoi et quoi? Entre les conventions que nous avons ratifiées, entre les dispositions de notre loi 081, loi 45 pour ce qui est du droit de grève des fonctionnaires et peut-être même le code du travail. Il faut prendre le soin de lire tous les textes qui réglementent ces droits et libertés publiques-là avant d'opiner. Malheureusement, comme je l'ai dit, ce qui s'est passé avec le Conseil d'État, on a opiné en oubliant même qu'il y a des textes qui accordent la possibilité aux citoyens burkinabés de manifester dans la rue. Ne serait-ce que tenir compte de tous les textes qui existent. Ok, merci beaucoup, M. Diallo. M. Zango, votre conclusion? En ce qui me revient, c'est que, bon, étant inspecteur du travail, pour ce qui concerne le droit ou le principe du droit à la grève, je pense que ce sera en tout cas judicieux pour chacun de nous de prendre en considération l'intérêt général, mais aussi l'intérêt supérieur de l'unité dans laquelle nous travaillons. Puisque, comme on a l'habitude de le dire, sans la vache, il n'y a pas de lait. Chacun de nous tête à la mamelle de cette vache-là. Donc, il faut également tenir compte de la santé financière de la vache. Merci. Monsieur Zemané. Vraiment, je vais conclure par ce qui est vraiment mon vœu le plus cher. C'est que le gouvernement et les syndicats engagent de façon conjointe, si vous voulez, un grand chantier de réforme. Parce que nous venons de sortir d'une histoire très importante de notre pays, qui est bien sûr cette insurrection, qui était censée être une rupture, si vous voulez, dans la conduite même de l'action publique. Et autant les deux partenaires sont chacun, bien sûr, campés sur leur position. Et ça peut se comprendre. Cette dialectique a toujours existé dès qu'il y a deux personnes. Et là, je vais prendre le mot de M. Zango, qui est très important. Il faut que nous privilégions cet intérêt dit général qui est à la fois poursuivi par le syndicat mais aussi par le gouvernement. Donc privilégions l'intérêt général et engageons des réformes solides de commun accord, comme je l'ai dit, pour qu'il n'y ait plus de tiraillements à gauche et à droite afin d'asseoir bien sûr une fonction publique à même de satisfaire l'intérêt de tous. Merci beaucoup, Monsieur Nicolas Zemané. Mesdames et messieurs, ce sont sur ces propos qui va prendre fin à votre émission de débat de ce jour. Nous avons analysé avec nos invités l'encadrement juridique des manifestations des travailleurs et des droits syndicaux pour en comprendre le sens et les enjeux. Et nous avons reçu pour vous Moussa Diallo, qui est secrétaire confédéral chargé du suivi de la législation du travail et des normes sociales, c'est à la CGTB. Et au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, nous avons reçu Carlé Zango, il est directeur des relations professionnelles et de la promotion du dialogue social à la direction générale du travail, et Nicolas Zemané, qui est vice-président de la SBDC, la Société burkinabé de droit constitutionnel. Il est enseignant-chercheur en droit public et en sciences politiques à l'université Norbert Zongo de Oukoudjougou. À la prise de son, il y avait Henri Tapsova. Au montage, mixage et à la réalisation, vous avez Augustin Zapsonré. Au micro, je suis Bénédicte Zouré-Sawadogo. À la semaine prochaine, si Dieu nous prête vie. C'était à vous de juger. Une émission de débat sur la 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 émission